Donc je suis Ariel Holz, auteur jeunesse depuis 2017. Je pense que le but de la littérature en général est de raconter des histoires, d'offrir un point de vue sur le monde, de faire une fenêtre dans l'esprit de l'auteur ou de l'autrice. Et la littérature jeunesse permet en l'occurrence de parler de beaucoup de choses à un public qui est en recherche d'histoire et qui est en plein apprentissage, qui se façonne dans son contact avec le monde, et on lui offre ces opportunités-là en littérature jeunesse peut-être plus facilement qu'en littérature adulte, où on est déjà sur un esprit qui est formé d'une certaine manière et où on va plus spontanément, justement perdre un peu cette spontanéité qu'on va retrouver chez les esprits enfants ou adolescents. Moi, je dois beaucoup à la littérature scolaire, donc ce que j'étudiais au lycée, j'ai beaucoup aimé, contrairement à je pense la grande majorité des élèves, j'ai beaucoup aimé étudier par exemple Zola au lycée. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, le naturalisme. C'est vraiment une façon d'écrire, un courant littéraire qui m'a toujours passionné. Il y a aussi eu tout ce qui était théâtre, voilà, avec Molière. Ça aussi, ça m'a beaucoup appris dans les façons de construire des dialogues, de raconter. Et par la suite, c'est vrai que je me suis plus tourné vers un héritage un peu plus anglo-saxon, donc des auteurs de genre. Là on est plus dans l'imaginaire, plutôt je veux dire contemporain, avec Terry Pratchett par exemple, Neil Gaiman, qui pour moi sont des auteurs phares dans ma création. Mais après les grands classiques aussi de la littérature anglo-saxonne, alors que ça aille par exemple de Jane Austen pour certains de mes romans, à des choses plus imaginaires comme Lovecraft par exemple pour les Américains. Voilà. Vraiment un peu de tout, mais c'est vrai que je me suis beaucoup façonné par rapport à ça avec l'imaginaire anglo-saxon, qui est sans doute celui qui est le plus accessible. Je me suis formé à la narration en recopiant un peu ce que je voyais, en utilisant, en puisant dans tous les médias sur lesquels je pouvais avoir la main mise. Alors en littérature, j'ai commencé rapidement, le plus tôt possible, avec ce qui était des livres dont on est le héros à la base. Donc là, une narration un peu particulière qui est un peu didactique et assez ludique. Et c'est vrai que par la suite, je me suis pas mal intéressé aux jeux vidéo, qui sont des façons un peu différentes de raconter des histoires aussi, puisqu'on est dans l'interaction avec un joueur, tout ce qui est considération de gameplay, etc. Mais il y a quand même cet aspect visuel qu'on retrouve ensuite dans les séries, les films, qui va se transposer. Et dans mon écriture, je pense que j'ai été grandement inspiré par tout ça. J'ai tendance à construire ma narration un peu comme si je réalisais un film ou un jeu vidéo. Donc quelque chose d'assez visuel. On part d'un plan pour placer des personnages et ensuite les faire interagir entre eux. Voilà. Moi, j'œuvre principalement dans l'imaginaire, donc qui va avoir beaucoup de genres et sous-genres, que ce soit la fantasy, la science-fiction, avec toutes ces déclinaisons, alors post-apocalyptique, uchronie, steampunk, des genres qui sont parfois juste des esthétiques. Par exemple, quand on parle du steampunk, c'est un genre, voilà, qui est très visuel, ce genre de référence-là. Et j'aime bien l'imaginaire parce qu'il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de code particulier dans la narration imaginaire, comme son nom l'indique. Mais dans la jeunesse en tant que telle, ça va vraiment dépendre des publics. En fait, on va suivre, alors sans aller jusqu'au code de loi sur l'écriture des œuvres jeunesse qu'on trouve voilà, dans les textes juridiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que je vais proposer pour tel ou tel âge, de quelle façon je vais traiter une histoire différemment en fonction de mon public visé, en fonction du lectorat. Je vais peut-être pas forcément employer le même style, pas forcément construire les intrigues de la même façon, spécifiquement pour répondre à un public qui n'a pas forcément encore acquis tous les codes d'une narration et d'une lecture poussée que peuvent l'avoir par exemple des lecteurs un peu plus âgés. Pour maintenir l'intérêt du lecteur, j'ai tendance à
à essayer de placer des péripéties régulièrement dans tous mes chapitres. J'aime bien voir les chapitres, ben là encore, un peu comme des épisodes de série, et un côté un peu feuilletonnant dans mes écrits, là aussi qui est sans doute un héritage de ce que j'ai pu lire dans ma jeunesse. Et ce côté feuilletonnant, c'est vraiment ce qu'on appelle le page turner. Alors sans aller jusqu'à la fin de chaque page, comme en bande dessinée où c'est un peu différent, mais en bande dessinée on a généralement tendance à placer quelque chose qui pousse à tourner ou à passer la page suivante à la fin de chaque page. Là moi c'est plutôt à la fin de chaque chapitre, j'ai tendance à rebattre un peu les cartes de mes histoires à peu près de bout en bout jusqu'à ce qu'on termine par la conclusion, qui se termine souvent par des cliffhangers aussi, même dans mes one-shots, mes ouvrages un peu... J'ai tendance à quand même toujours faire des fins ouvertes pour montrer qu'il y a des possibilités encore et que l'histoire ne se termine pas au point final, elle perdure par-delà la fin du récit. Moi, j'ai tendance à construire mes univers un peu comme des vivariums, donc une approche un peu holistique du monde. Donc j'utilise un process qu'on appelle la Bible qu'on utilise beaucoup en audiovisuel. Donc c'est vraiment un document de travail qui va me permettre, que je vais façonner de A à Z, qui est un peu comme une encyclopédie de mon univers imaginaire, et qui va me permettre ensuite, en le créant depuis les racines jusqu'à l'intrigue qui va se dérouler dedans, de jamais avoir d'incohérence, je pense. J'aime que mes univers soient cohérents et logiques, même dans l'imaginaire total, alors qu'il y ait de la magie, des dragons, des robots, des mutants. Je veux que... C'est vraiment ce qui m'intéresse, la verisimilitude, l'apparence de la vérité ou moins de la réalité. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment, c'est de réfléchir de façon logique. Alors il y a un grand auteur que beaucoup connaissent, donc George Martin, l'auteur de Game of Thrones, qui lui aussi présente ses univers de cette façon-là, et lui va s'intéresser, il fait souvent la comparaison entre l'univers de Game of Thrones avec celui de Tolkien, par exemple. Dans l'univers de Tolkien, donc la Terre du Milieu, on est dans quelque chose de très lyrique, très épique, où il n'y a pas de considération particulière pour le réalisme du monde. Ça vient comme on le prend tel quel, tandis que George Martin, lui, il dit que le plus important dans ces univers médiévaux fantastiques, c'est que on doit savoir s'il y a une armée, qui paye l'armée, s'il y a un dragon, quel est son impact sur l'écologie, l'environnement, voilà, la puissance politique par rapport à ce dragon, etc. Et vraiment, il construit d'une façon holistique, sans dévier de cette logique narrative, et moi c'est vraiment aussi ce qui m'intéresse. Alors les personnages, j'ai tendance à les créer en partant déjà du message que j'ai envie de faire passer au travers de mon intrigue, ou de mon roman ou de ma série de romans. Et ensuite ça va être vraiment parfois des archétypes que je vais réutiliser à ma sauce, et que je vais mélanger les uns avec les autres pour obtenir des personnages originaux et qui correspondent à mes attentes, ou simplement des révélations, on va dire, des révélations narratives. Quand je réfléchis à la construction de mon univers, justement, en partant de cette Bible, j'ai toujours des pistes qui vont se mettre en place sur comment certains individus qui vivraient dans un tel univers vont interagir, et parfois comment ils vont se placer par rapport aux lois du monde, au gouvernement, aux entités qui sont employées dans mon univers. Et c'est comme ça que je vais peu à peu parvenir à mes personnages. Après, il y a aussi toute la notion de dialogue qui est assez importante pour être soulignée dans la création des personnages. Quand j'ai envie d'avoir tel ou tel dialogue, j'ai tendance à un peu les baser sur la personnalité de mes archétypes, et de les tordre un peu dans la direction voulue, quoi.
Plus ou moins. Alors, moi, c'est vrai que j'ai tendance à planifier davantage l'arc narratif général et de ensuite jeter mes personnages dedans et voir comment ils vont évoluer par rapport à cet état transitoire. Et je me réserve pour cela pas mal de surprises parce qu'il y a des choses que je vais découvrir au fur et à mesure des péripéties. En fait, j'ai tendance à toujours avoir, dans ma construction narrative, toujours avoir le point de départ et le point d'arrivée, et je me laisse un maximum de liberté tout ce qui est le milieu, donc tout ce qui est péripéties de transition vers l'état final du roman. Et comme les personnages ont tendance à échapper à l'auteur une fois qu'on commence à les écrire, c'est au travers de ces péripéties-là que va y avoir des révélations sur leur transformation et sur leurs arcs qui vont m'apparaître, des choses que je n'aurais pas trouvées a priori. Mais toujours en plaçant un cadre donné, une scène donnée, un personnage dans un univers qui a ses lois et qui ne peut pas y échapper. Et donc voilà, donc il y a une certaine logique en fait. Je réécris beaucoup, oui, alors plutôt au niveau du style et plus rarement au niveau de l'intrigue. C'est assez rare que je fasse des grosses coupes ou des réécritures complètes de... Bon alors après c'est sous caution du travail éditorial derrière bien sûr. Mais en général sur à peu près tous mes romans, il y en a très peu où j'ai eu à supprimer des chapitres. Je crois que c'est arrivé une fois sur ce roman-ci où j'avais sur les conseils de mon éditeur supprimer un chapitre de péripéties. Et en termes de réécriture à l'intérieur même des intrigues, c'est rare que ça dépasse 20-30% d'un chapitre, quoi. La persévérance, je crois que c'est l'essentiel dans le métier. Alors, auteur débutant, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut vouloir faire ça de façon professionnelle ou on peut vouloir faire ça de façon passionnelle, entre guillemets, même si j'aime pas trop opposer les deux termes. Oui, l'écriture, même pour soi, même si on est son seul lecteur, ça reste quand même une activité qui demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration et qui doit être faite de façon, je pense, régulière, comme tout ce qui est activité artistique pour pouvoir s'améliorer. Donc il ne faut pas penser qu'on va être le meilleur écrivain du monde dès les premières lignes qu'on va jeter sur une page ou sur un ordinateur. Il faut avoir une certaine humilité aussi, voilà, persévérance et humilité par rapport à ses écrits pour pouvoir aboutir à quelque chose. C'est comme, je dirais, c'est vraiment comme tout métier artistique. Si vous apprenez le piano, il y a assez peu de chances que vous soyez un virtuose à peine les doigts posés sur les touches. Voilà. Je pense que les intelligences artificielles vont impacter l'écriture comme le reste des métiers artistiques en éliminant peut-être les choses les plus, pas bas de gamme, mais les choses les plus basiques qu'on peut avoir dans tout ce qui est création. Et je me demande si on va aboutir à une collaboration assez étroite entre les artistes et les intelligences artificielles. C'est un peu plus compliqué avec les auteurs parce que le style, l'intelligence de l'histoire, c'est facile de faire un dessin artificiel qui a l'air beau, mais c'est plus compliqué de faire un texte qui ait une cohérence et surtout un sens derrière les mots, parce que bien sûr une intelligence artificielle est tout à fait capable de reproduire le style de n'importe quel grand écrivain, grand classique, mais on va au-delà des mots et c'est ce qui est le message. C'est plus complexe pour je pense la littérature de parvenir après, vu l'évolution des progrès technologiques, pourquoi pas un jour être dépassé par ça. Je sais que par exemple il y a plusieurs années il y avait des concours de nouvelles au Japon qui ont été gagnés de temps en temps par des intelligences artificielles, ce qui prouve qu'il y a un certain mérite derrière le travail de simplement reproduction, qui est aussi l'essentiel de l'écriture, hein. Quand vous écrivez,
tout a déjà été écrit entre guillemets, donc vous puisez à droite à gauche dans ce que vous lisez et dans les artistes et les auteurs qui vous plaisent particulièrement et vous essayez de recomposer avec ça. Mais je pense vraiment que c'est cet aspect collaboratif qui va être le plus intéressant dans la littérature, de savoir jusqu'à quel point les auteurs et les autrices vont avoir la main mise sur des intelligences artificielles qui seront de leur propre fait, qui seront peut-être leur propre création à partir de tout ce qu'ils auront déjà produit. Donc voilà l'évolution. Je me pose pas mal de questions là-dessus et c'est vrai. Je pense que l'essentiel, c'est surtout la réglementation que beaucoup de gens attendent. Enfin, la plupart des artistes ont besoin de cette réglementation pour simplement pas être condamnés à avoir des pertes de revenus encore plus importantes qu'elles ne sont déjà.